La France qui vit eh bien, au rythme des débats sur la reconstruction maintenant de Notre-Dame qui a été détruite dans la nuit de lundi à mardi, et tout cela aussi avec des attentes politiques la politique qui devrait revenir à la une de l'actualité la semaine prochaine, tout ça aussi sur fond d'élections européennes. Et c'est précisément avec le numéro 2 de la liste de La République En Marche que nous sommes aujourd'hui, ou de la liste centrale à ces européennes, Pascal Canfin, que nous sommes ce matin. Liste Renaissance, effectivement. Pascal Canfin, bonjour. Bonjour. Alors, donc vous êtes en plein dans la campagne des européennes, mais néanmoins il y a eu cet événement en début de semaine, et là il y a une espèce de polémique qui est en train de monter. Faut-il reconstruire Notre-Dame à l'identique ou pas? Moi, j'adorerais qu'on arrive à faire autre chose que des polémiques en France, surtout sur un événement aussi fédérateur qui nous rassemble tous, que l'émotion qu'on a tous ressentie, c'est-à-dire qu'on soit chrétien, pas chrétien, français, non français, d'ailleurs c'est le patrimoine mondial de l'humanité. Donc arrêtons d'aborder ces sujets sous l'angle de la polémique. C'est une vraie question. Il y a des architectes qui sont pour, il y a des architectes qui sont contre. Il faudra qu'il y ait un choix, évidemment. Mais ne l'abordons pas, je vous en supplie, sous l'angle de la polémique, parce que, quelque part, le monde regarde la France, et donc il faut vraiment qu'on fasse les choses bien. Est-ce que le président de la République a raison de dire qu'il faut aller vite? Il a raison de dire qu'il faut fédérer toutes les énergies pour aller le plus vite possible. Certains architectes disent que c'est possible en 5 ans. J'ai entendu des voix qui disaient que c'était compliqué. Je ne sais pas, je ne suis pas architecte. Ce qui est important, c'est que toute l'énergie soit mobilisée. Parce que, pourquoi 5 ans? 5 ans, c'est 2024, c'est les Jeux Olympiques. Si on est capable d'avoir reconstruit Notre-Dame en 5 ans et que le monde entier le voit pendant les Jeux Olympiques de Paris, je pense que c'est excellent pour notre image. Ok. Alors la politique a été mise un peu entre parenthèses, un petit peu, ça reprend doucement. Le président de la République a eu raison de ne pas faire sa déclaration aux Français. Ça ne ressemblait à rien, soyons très clairs. C'est une semaine d'unité nationale alors. Bien sûr, et d'ailleurs, tout le monde a été très juste le soir du drame et des événements. Le président de la République, mais aussi la hiérarchie catholique, mais aussi Anne Hidalgo, l'ensemble du gouvernement. Je pense qu'on a vraiment montré que quand on est capable de se rassembler, de se dépasser, c'est là que la France est la plus belle. Comment il va reprendre la parole maintenant? Peut-être sous une forme qu'il va décider lui-même, mais probablement dans les prochains jours, pour évidemment répondre aussi aux attentes, aux demandes du grand débat. Il s'agit d'une parenthèse, elle est parfaitement légitime, mais comme toute parenthèse, elle commence et elle se termine. Néanmoins, il y a eu des fuites. Il y a eu beaucoup de fuites qui ont... Et de ce qu'on a vu, entendu, lu, eh bien, on n'a pas l'impression qu'il y ait eu un souffle nouveau, un projet pour une nouvelle société dans les propositions qui ont été relayées par la presse. Alors, vous me demandez de commenter des fuites. C'est toujours compliqué. Je vais néanmoins le faire, parce que je ne suis pas là pour vous faire de la langue de bois. Mais ce qui est certain, c'est qu'entre un prompteur et un document écrit qui n'a pas été retranscrit dans sa totalité, en tout cas les mesures qui sont sorties ne reflètent pas la totalité des mesures, et ce qui aurait été dit par le président de la République, justement pour incarner un souffle, un projet, des propositions, une cohérence, forcément il y a un écart. Et donc c'est cet écart-là que le président de la République, je suis convaincu, comblera la semaine prochaine, s'il prend la parole la semaine prochaine, en tout cas dans les prochains jours. Alors, de ce qu'on a vu, il n'y a pas beaucoup d'écologie, il n'en est pas question. Alors, typiquement, c'est intéressant. Il y a une mesure qui est très importante. Laquelle? C'est quoi? C'est le fait de rassembler... Je dis ça parce que vous avez une sensibilité écologique. Rassembler les citoyens, des citoyens, tirés au sort de manière représentative de la société française, pour sortir des blocages qui fait que depuis 20 ans, certaines mesures ne se mettent pas en œuvre, que le gouvernement soit de gauche ou de droite. Mais ce n'est pas spécifiquement pour l'écologie, ça. En tout cas, appliquons-le à l'écologie. Et puis, si, ça a été lié à la transition écologique, dans les annonces, si je peux m'exprimer ainsi, le discours du président de la République. Pourquoi? Je donne 2 exemples. Ça fait 20 ans qu'on dit qu'il faut développer l'isolation des bâtiments pour économiser de l'énergie et consommer moins et émettre moins de CO2. On ne le fait pas à grande échelle. Pourquoi? Parce que quand vous êtes propriétaire d'un pavillon ou quand vous êtes dans une copropriété privée avec un syndic de copropriété, bon courage pour mener à bien ce chantier, convaincre tous les autres, faire en sorte que ça se fasse vraiment. Ça, c'est très concret, c'est ultra concret. Et bien ça, typiquement, un sujet qui est bloqué depuis 20 ans, pour le débloquer, il faut faire appel à l'intelligence collective des citoyens. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose avec le glyphosate, par exemple? Exactement. On pourrait le faire? Bien sûr, et c'est pour ça que sur le glyphosate, c'est un très bon exemple. Alors, il faut rappeler un peu, parce qu'il y a un cadre européen 5 ans, la France est le seul pays au monde qui dit 3 ans. La France est le seul pays en Europe, au monde de fait, à dire « je veux sortir du glyphosate en 3 ans ». De façon tacite, ce n'est pas écrit. Non, c'est l'ambition politique qui est posée.
Est-ce que ça se fait en claquant des doigts depuis un studio comme celui-là? Non, ça se fait avec qui? Avec les agriculteurs. Ça se fait avec les PME françaises qui ont les alternatives, par exemple pour tout ce qui est lié au désherbage mécanique. Et tout ça, ça se met autour de la table avec les agriculteurs, pas contre les agriculteurs, avec les promoteurs, évidemment, les promoteurs de l'environnement, de la santé publique. On rassemble tout ça et on se met ensemble pour agir. Donc on pourrait faire un tirage au sort là-dessus, par exemple? C'est le sens de la présence sur la même liste Renaissance aux élections européennes de l'ancien président des jeunes agriculteurs, Jérémy De Serle, et de moi-même, parce qu'on sort de la guerre culturelle stérile entre les agriculteurs et les écologistes et on construit ensemble le chemin commun. Ouais. On s'entend très bien et demain, on va ensemble visiter son exploitation. Est-ce que le président de la République joue son quinquennat sur cette déclaration, sur ce mois d'avril qui est quand même très compliqué? Par construction, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Donc, il peut y avoir d'autres attentats terroristes, il peut y avoir d'autres événements historiques, dramatiques ou plus heureux, je l'espère, qui feront que les cartes peuvent toujours être rebattues. Donc, je pense qu'en politique, on ne joue jamais le quinquennat sur une séquence. En revanche, oui, ce qu'il joue, c'est la crédibilité de la parole politique après le grand débat. Vous savez, il y a beaucoup d'attentes et ces attentes, on doit leur répondre. Et évidemment, ce n'est pas dans un script qui est sorti par des fuites qu'on peut y répondre. Et donc, la séquence ne fait que commencer, elle n'est évidemment pas finie. Alors, il y a du symbole, il y a toujours du symbole en politique. Il y a un symbole, c'est celui de l'École nationale d'administration, l'ENA, qui fait jaser depuis très longtemps. Et là, le président de la République, de ce que l'on sait, encore une fois, dit on va la supprimer, pour la remplacer d'ailleurs par une autre école qui rassemblerait une espèce d'école du service public. Vous êtes pour la suppression de l'ENA, vous? Quel est le problème? Donc la réponse est oui, mais quel est le problème? Quel est le problème? Et j'ai été ministre pendant 3 ans. Non-énarque. Non énarque. Et moi, si vous voulez, je viens d'une famille modeste du Pas-de-Calais. Ma mère a dû arrêter son lycée à 15 ans parce qu'il fallait ramener de l'argent à la maison. Mon grand-père était mineur de fond dans les mines de charbon du Pas-de-Calais. Je ne suis pas énarque, je n'ai pas fait Sciences Po Paris, je n'ai pas fait Polytechnique. Ce que j'ai vu de l'intérieur, c'est que vous avez aujourd'hui la très haute fonction publique qui est capturée par quelques grandes écoles. Et que derrière, le fonctionnement qui bloque les choses, c'est ce qu'on appelle les grands corps. Si à 18 ans, vous n'avez pas réussi le concours de Sciences Po Paris, et à 23, 24 ans, vous n'avez pas réussi le concours de l'ENA, alors jamais, quel que soit votre talent, quelle que soit la capacité de management, de bouger les lignes dont vous avez fait preuve sur la politique de la ville, dans l'éducation nationale, pour la politique agricole, jamais vous ne pourrez diriger une grande administration française. Pourquoi? Parce qu'à 18 ans et à 24 ans, vous n'avez pas réussi le Alors comment il faut faire? Il faut casser ça. Il faut casser ça. Mais comment on fait? Parce que c'est pas en cassant l'ENA et en remplaçant l'ENA par une autre école. Justement, il faut changer les critères de recrutement, il faut ouvrir, il faut casser ce qu'on appelle le plafond de verre des grands corps. Si on n'a pas réussi Sciences Po Paris et l'ENA, mais qu'on a fait la preuve de sa capacité à bouger les lignes, à manager, comme dans une entreprise, sur le terrain, dans une direction départementale, dans une préfecture, etc. C'est le terrain avant... Alors, c'est pas avant. Le mérite. Avant la récompense. Je vous laisse avant la récompense. Vos propos. Avant la récompense. C'est la capacité, tout au long de sa vie, à faire la preuve de son talent et à faire changer les lignes. Et alors, même si on n'a pas fait l'ENA, ou demain une autre école, même si on n'a pas fait Sciences Po Paris, alors on doit pouvoir accéder aux plus hautes fonctions de la fonction publique. Parce que sinon, c'est la situation actuelle. On a une endogamie, une uniformité sociale et sociologique terrible, terrible. Et on ne peut pas vivre, on ne peut pas diriger une grande puissance, un grand État comme la France, avec une base sociologique aussi restreinte qu'aujourd'hui. Donc moi, je suis très, très, très favorable. Je pense que c'est transformationnel. Ce n'est pas du tout gadget et anecdotique. C'est absolument transformationnel de casser ça. D'accord. Alors, on a dit Notre-Dame, la crise sociale. C'est difficile de faire campagne pour les européennes dans ces conditions. C'est tout le problème. Vous m'avez d'ailleurs posé aucune question vous-même sur l'Europe. On va y arriver d'ailleurs, oui. Et donc, ça prouve bien qu'il faut absolument reconnecter l'Europe aux citoyens. Mais il faut aussi que nous, on explique les pouvoirs du Parlement européen. Donc je prends 30 secondes pour le faire. La politique agricole commune qui concerne tous nos agriculteurs, codécidée par le Parlement européen. Les accords commerciaux qui concernent toutes les entreprises de notre pays, codécidés par le Parlement européen. Les règles des marchés financiers qui concernent là aussi toutes les entreprises et tous les citoyens de notre pays, sur les banques, les compagnies d'assurance, codécidées par le Parlement européen. La règle sur les pesticides, codécidée par le Parlement européen. Et ça, les Français ne savent pas. Exactement. Et donc je le dis de manière, je dirais, démocratique, pas partisane. C'est une élection fondamentale. D'abord parce que les compétences sont là, le pouvoir est très fortement aux mains du Parlement européen, les Français l'ignorent trop souvent. Et par ailleurs, nous voulons que la France reprenne de l'avant son influence au Parlement européen.
une seule chose. Lorsque la France envoie, comme ça a été le cas en 2014, comme premier parti la délégation du Front National, que le Front National ne fait rien au Parlement européen puisqu'il dit non à tout. Et c'est très facile, ça n'implique pas de travailler, donc là, ça ne génère pas beaucoup d'influence, donc on ne change pas beaucoup l'Europe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'influence française, elle diminue. Et si l'influence française diminue, qui est-ce qui prend la place? Puisque la nature a horreur du vide, ce sont les Allemands, ce sont d'autres pays. Donc nous, on se bat au centre, et on se battra au centre du Parlement européen. Vous avez un premier défi pour avoir une influence maximum pour la France. C'est un premier défi déjà, c'est d'arriver premier en France, non? C'est notre objectif de campagne. C'est catastrophique si ce n'est pas le cas, non? Je dis pas, je ne me place absolument pas dans cette situation. L'écart est court, nous avec le Rassemblement national. Sortir premier de ces élections. Pourquoi? Parce que nous serons la liste utile pour la France et pour transformer l'Europe. On est une liste pro-européenne. On l'assume parce qu'on pense que face aux États-Unis... Il y en a peu en France. Exactement, trop peu. Et alors là, on l'assume totalement. Pourquoi? Parce que face à Trump, face à la Chine, face au Brésil, qui peut croire qu'en étant fragmentés sur notre continent, nous allons peser dans la mondialisation, sur l'agriculture, sur le commerce, sur le climat et sur tous ces sujets qui sont des biens publics mondiaux. Donc on doit agir au cœur du Parlement européen et c'est notre ambition. Vous redoutez qu'il y ait une grosse poussée populiste ou souverainiste, ça dépend comment on l'appelle, dans toute l'Europe et que justement, au Parlement européen, il y a une espèce de minorité de blocage qui se met en place? Écoutez, on va voir. Je ne suis pas devin, mais par contre, ce que je vois, c'est que lorsque les nationalistes, populistes prennent le pouvoir, par exemple lors du Brexit, et gagnent sur la base de mensonges éhontés, ça génère quoi? Ça génère le chaos. Ça génère le chaos politique, ça génère une dégradation économique très forte. Donc moi, je ne veux de ça ni pour la France, ni pour aucun des autres pays européens. Il y a la volonté des peuples, Pascal Canfin. Regardez, il y a des sondages qui tombent aujourd'hui en Grande-Bretagne où il est question que les Britanniques revotent, et c'est encore une fois le non à l'Europe qui arrive. Non, là, c'est pas sur le référendum, ce serait pour les élections européennes. Pour les élections européennes, oui. On va se retrouver dans la situation complètement absurde. C'est les tenants d'un non à l'Europe qui garde. Et donc on a toujours le choix. On a toujours le choix. Les peuples ont toujours le choix. Et donc là, aujourd'hui, dans la séquence de 2019, qu'est-ce qu'on prépare? Est-ce qu'on prépare les années 1930 avec son cortège de fragmentation et de conflits? Parce que le nationalisme, toujours et partout, ça mène au conflit. C'est même son identité de s'opposer à l'autre par construction. Ou est-ce qu'on prépare les années 2030? Comment on tire la mondialisation vers le haut? Comment on protège les consommateurs et les producteurs de produits agricoles que nous sommes, etc. Comment on protège ça? Comment on invente un monde décarboné pour lutter contre le dérèglement climatique? Ça, c'est l'enjeu majeur à nos yeux de cette élection. Et évidemment, nous, on veut la promotion d'un monde ouvert, un monde qui nous protège et une Europe utile pour préparer 2030. Pascal Canfin est avec nous dans les studios du Figaro et Jean-Baptiste Sémergent nous a rejoint pour poser les questions de vous autres, chers internautes. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Pascal Canfin. Une première question pour la réaction de Génomélé qui parle sur Figaro Live. Elle regrette de ne pas assez entendre François de Rugy, qui est ministre de la Transition écologique, alors qu'il est ministre. Est-ce qu'il vous soutient? Est-ce qu'il lui manque de parole? Est-ce qu'il est assez présent dans le débat politique? Je ne sais pas, il est présent comme tous les autres ministres. Je n'ai pas fait le décompte de son temps de parole. En tout cas, il y a un très fort alignement pour défendre. Vous êtes sur la même longueur d'onde avec lui? Bien sûr, évidemment. Ce qu'on défend, c'est la transition écologique en France et la transition écologique en Europe. Et alors, un exemple qui date d'hier. L'interdiction en France du fameux E171, le dioxyde de titane. Nous sommes le premier pays en Europe à le faire. Comme on avait été le premier pays en Europe à interdire le bisphénol A dans les biberons, puis ensuite dans d'autres produits. On le fait en France, super, bravo, félicitations. Et maintenant, notre combat, c'est de le faire en Europe. Autre exemple, le président de la République est le seul président, chef d'État, à avoir dit non à l'ouverture d'accords commerciaux avec Donald Trump. C'était la semaine dernière, au nom du fait que les États-Unis veulent sortir de l'accord de Paris, en disant soit on coopère et on coopère sur tout, soit vous ne voulez pas jouer le jeu du climat. Le climat, c'est un bien commun, auquel cas, moi, je sors aussi des négociations commerciales. C'est le seul chef d'État qui l'a dit. Ça, c'est européen et évidemment, c'est aussi une fierté nationale que de s'opposer à Donald Trump quand c'est nécessaire. Donc, on voit bien que les combats qu'on porte, avec François de Rugy, c'est des combats français et européens parfaitement sur la même ligne. Le commerce, justement. Si le climat est plus important que le commerce, alors il faut dire non au projet de Terminal 4 à l'aéroport de Roissy.
Vous êtes d'accord avec cette réaction d'internaute? Il faut d'abord, c'est pas en se mutilant nous-mêmes qu'on va régler le problème climatique mondial. Je ne connais pas ce dossier, je ne sais pas si c'est nécessaire, je ne sais pas les terres agricoles que ça mangerait éventuellement. Je ne connais pas le dossier. Et moi, quand je parle, j'essaie de connaître les dossiers. Donc, je peux me faire des dizaines de contournements autoroutiers qui sont en France. Je ne vais pas me prononcer sur ce sujet-là parce que je ne les connais pas dans le détail. Et la décision, bien souvent, elle doit être prise au niveau local. En revanche, l'acte qui a été posé par le président de la République, c'est la première fois, je pense qu'il faut qu'on prenne conscience de la portée historique de cette affaire. C'est la première fois qu'un chef d'État dit non à l'ouverture, même pas à la signature, à l'ouverture d'une négociation de commerce international au nom du climat. Ça veut dire qu'enfin, le sujet climatique est au moins aussi important que le sujet commercial. Et c'est comme ça qu'on arrivera à inventer une économie décarbonée pour nous et pour nos enfants. On reste sur le climat. Michel vous demande si la solution au problème des agriculteurs passe forcément par des subventions européennes. Aujourd'hui, il faut savoir que la plupart du budget européen va aux agriculteurs. C'est la politique agricole commune. Nous, d'abord, on défend ce budget. Pourquoi? Parce que le revenu aujourd'hui des agriculteurs est incroyablement bas. Un seul chiffre, un agriculteur sur 4 vit en dessous du seuil de pauvreté, alors que c'est un des métiers les plus difficiles. Et donc, qu'est-ce qu'on défend? On défend la reconcentration des aides sur les agriculteurs et les exploitations familiales, petites et moyennes. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une règle où plus vous avez d'hectares, plus vous êtes gros, plus vous êtes intensif, plus vous touchez d'aide du contribuable. Le contribuable, c'est vous et c'est moi. Et donc, on veut que la PAC, et on le veut, moi je le veux, mais Jérémy Deserre, l'ancien président des jeunes agriculteurs, on est totalement aligné là-dessus. On veut que cette PAC, elle fasse plus de revenus pour les agriculteurs, plus de protection contre la concurrence déloyale, les accords commerciaux, on vient d'en parler, et ensuite plus de transition agricole. Les aides plus ciblées vers les exploitations qui jouent le jeu de la transition agricole. Et là-dessus, on est en train d'inventer justement le modèle de demain, sortir de la guerre stérile entre les agriculteurs d'un côté et les écologistes de l'autre. On reste sur les aides. Concernant les économies d'énergie, il y a 0 aide pour les rénovations de toitures. Regrette Sitch. Sitch, c'est un internaute fidèle du Figaro Live. Oui. Il souffre. D'accord. Écoutez, je pense qu'il y a pas mal d'aides aujourd'hui pour les fenêtres, pour les rénovations plus profondes, comme on dit. Est-ce qu'il y en a spécifiquement pour les toitures? Je serais honnête, je ne le sais pas. En revanche, ce que je constate, c'est que moins de 10%, c'est extraordinaire, moins de 10% du budget qui est alloué à la rénovation est réellement dépensé. Parce que le système est tellement complexe. Il va où le reste alors? Il va nulle part, il revient dans les caisses de l'État. Il n'est pas dépensé. C'est des annonces finalement? Ça manque de pédagogie? Et pourquoi? Parce que c'est là, même quand l'intention politique est là, même quand l'argent est là, c'est tellement compliqué. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur les syndics de copropriété. C'est tellement compliqué de faire isoler un bâtiment quand vous avez 4 ou 5 ou 10 copropriétaires que finalement personne ne le fait. Une question plus politique. Pour Philippe, l'écologie à la Marine Le Pen devrait plaire aux partisans de l'écologie, de l'enracinement et de la contrainte. Vous le rejoignez sur cette vision-là? Alors, c'est une écologie qui est teintée de localisme, en fait. C'est comme ça qu'ils ont théorisé. Je vais vous surprendre, mais moi, je pense que l'écologie, c'est un bien commun qui n'appartient à personne. Ça veut dire que je me réjouis que tout le monde, maintenant, se mette à porter un projet qui prend en compte les enjeux écologiques. Je m'en réjouis. Parce que si on clive, si on divise, si on fragmente sur ce sujet-là, alors que ça concerne tout le monde, l'air qu'on respire, il n'est ni de gauche ni de droite. L'eau que j'ai bu avant d'entrer dans ce studio, il n'est ni de gauche ni de droite. Ça concerne tout le monde. Donc moi, je me réjouis que tout le monde y aille. Ensuite, les solutions... L'appréhension n'est pas la même. Exactement. Les solutions peuvent être différentes. Mais je m'en réjouis que ça devienne une priorité pour tous. Parce que c'est la seule façon de régler cette question qui est une question, qui n'est pas une question partisane, qui est une question civilisationnelle pour nous et nos enfants. Et moi, je me lève tous les matins. Je ne veux pas léguer un monde invivable à nos enfants. Donc je me réjouis qu'on agrège les énergies. Vous partagez donc la vision de l'écologie vue par Marine Le Pen ? Du coup, je me réjouis que tout le monde mette ce sujet à l'agenda. Ensuite, et là encore, ça vous surprendra, je n'ai pas de problème à avoir quelques points d'accord avec Marine Le Pen. Il y a des millions de Français qui votent pour elle. Donc ça voudrait dire que tout ce qu'elle dit et tout ce que pensent ces millions de Français, c'est n'importe quoi? Bien sûr que non. On veut ensemble, toutes les listes, vous pourrez comparer le programme de toutes les listes, on veut une taxe carbone aux frontières, toutes. Le Front National le veut aussi. Alors, parce que le Front National le veut, moi je devrais dire « Ah, vraiment, j'en veux plus ». Ben non. Par contre, quand le candidat du Front National dit pour la meilleure arme pour défendre l'écologie, je ne sais plus quelle est sa formule exacte, c'est la frontière, alors là,
Là, pour le coup, je suis en total désaccord, puisque le dérèglement climatique, par construction, vous ne mettez pas une frontière pour l'arrêter. On l'a vu avec Tchernobyl. Exactement, c'est comme le nuage de Tchernobyl. Les émissions de charbon allemandes qui nous polluent, vous ne mettez pas une frontière pour l'arrêter. Donc, je suis très content que cette problématique qui me fait lever tous les matins se diffuse dans la société, parce que c'est comme ça qu'on pourra gagner. Mais par contre, il y a des réponses qui sont pertinentes et des réponses qui le sont. Comment on fait cette taxe carbone aux frontières? C'est une excellente question, parce que Nicolas Sarkozy y était favorable. François Hollande y était favorable. Emmanuel Macron et tous les partis politiques français aujourd'hui y sont favorables. Et donc moi, je voudrais qu'on demande, par exemple, aux représentants des Républicains dans cette campagne, il a le pouvoir au Parlement européen depuis des années. Le PPE, le groupe auquel les Républicains participent, est majoritaire au Parlement européen depuis quasiment 30 ans. Et comment se fait-il que, alors qu'il le dit, alors qu'il est contre les accords de libre-échange, apparemment, avec ça, il y a une incohérence totale entre le bilan du Parti populaire européen au Parlement européen et le projet des Républicains aujourd'hui. Demandez-lui pourquoi ça ne s'est pas fait. À la frontière européenne ou à la frontière française? Non, ce sera la frontière européenne, bien évidemment. Évidemment. Pour faire quoi? Pour taxer les importations, notamment de Chine, mais pas que, qui, elles, ne respectent pas les enjeux climatiques. On met une sorte d'écluse, de barrière qui nivelle tout ça, qui fait qu'on peut mener chez nous une politique climatique ambitieuse sans pénaliser nos entreprises et nos producteurs. L'astuce, c'est que je pense que la frontière du Rassemblement national n'est pas la même que la vôtre. Si Marine Le Pen pense qu'il faut d'abord... Alors ça, c'est toute l'incohérence. Il y a aujourd'hui, à la rigueur, il y a une personne qui est cohérente, c'est Philippot. Parce que lui, au moins, il a le mérite de dire « je veux sortir de tout, lui. Je veux sortir ». Je suis évidemment en total désaccord, on voit bien que le Brexit, c'est le chaos, etc. Mais au moins, c'est cohérent. Là, aujourd'hui, le Front National, c'est tout et n'importe quoi, puisqu'ils veulent à la fois changer les statuts de la BCE, mais ne pas sortir de l'euro. Ils veulent à la fois une taxe carbone aux frontières, mais ils ne veulent pas sortir de l'Union européenne, donc ils ne veulent pas sortir du marché unique. Tout ça n'a aucun sens. Donc, je pense qu'il y a deux cohérences. Soit on transforme l'Europe en assumant un projet pro-européen et en assumant les compromis à faire avec les autres États, parce que c'est ça la vraie vie. Ou alors, on dit, bah non, moi je veux en sortir et je pense que mon avenir est purement national. Merci Pascal Canfin, merci de vos réponses à toutes nos questions, à vos questions, chers internautes, posées ce matin par Jean-Baptiste Sémergent. Et puis à demain pour de nouvelles aventures.